Alors, place à des études de cas localisées. Euh, alors, l'avantage en passant en fin de journée, en fait, c'est de pouvoir entendre vos questions. Donc, par avance, vous trouverez avec Google, qui est votre ami, tous les éléments que je vais vous présenter ici, qui sont nécessairement publics. Il y a un seul élément que vous ne trouverez pas encore sur Google parce qu'il n'est pas encore publié. Il sera publié dans 2 mois. Je vous indiquerai lequel. Ça, c'est juste pour le teasing. Ici, peut-être on va commencer par ça. Avant de vous présenter l'Onera en tant que tel, vous dire un petit peu ce que l'on fait avec 3 images. Alors, je ne vais pas revenir sur l'image que vous avez à gauche, SCAF, vous l'avez probablement reconnu, c'est une vue d'artiste, c'est tiré de Dassault. C'est pour montrer qu'il y a un moment des collaborations qui se font sur tous ces sujets. Et par ailleurs, vous montrez, donc ça c'est être expert pour l'État dans le domaine de la défense. On prépare aussi l'avenir. Je vous ai mis une image qui est tirée d'une maquette qu'on a présentée au Salon du Bourget. Ça s'appelle Gulliver parce que c'est un avion grand allongement, propulsion hydrogène. Vous avez l'impression qu'il est peut-être aplati. C'est pas l'image qui a été déformée, mais c'est un fuselage aplati pour augmenter la portance, des grandes ailes, tout ça pour comment on peut faire voler avec de l'hydrogène, sachant que l'hydrogène, on a déjà fait voler. Il y a des Tupolev qui ont volé à l'hydrogène. Petit problème, l'hydrogène prenait toute la place de la carlingue, il n'y avait plus de place pour les passagers. C'est pas hyper rentable pour le transport. Donc celui-là, je vous garantis qu'il reste de la place pour les passagers. Vous avez les lucarnes qui sont ici, et puis là, vous avez le stockage d'hydrogène. Et puis je viens ici, juste pour, avant de rentrer dans les trucs peut-être un petit peu plus arides, innover pour l'industrie. Et là, pareil, c'est pas une déformation de l'image, cette pale d'hélicoptère en forme de boomerang, mais c'est pour rendre tangible un petit peu le pas de temps. On en parlait tout à l'heure, le pas de temps pour faire une découverte, le pas de temps pour découvrir quelque chose. Euh, Problématique civile, les hélicoptères, ça fait beaucoup de bruit, 80, 90 décibels. C'est assourdissant, problème de nuisance, et les chercheurs de l'ONERA en 1990 se disent qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus. Parce que le bruit des pales d'hélicoptère, c'est le fait que vous avez une tranche plate qui rencontre une onde et qui va la couper, et le fait qu'il y ait ces ondes finalement sonores qui sont coupées en tranches, eh bien ça fait énormément de bruit. Ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas un truc façon boomerang. 90, ok. On fait les premiers essais préliminaires. En 94, la DGA, qui est notre tutelle, nous dit c'est quand même pas mal votre truc. Allez, je vous finance une étude préalable. En 96, l'ONERA avec le DLR, c'est notre petit copain et néanmoins concurrent qui est en Allemagne, font les tests en soufflerie. Ça marche très bien. On rentre donc en négociation avec un industriel. Airbus, hélicoptère, Eurocopter pour les intimes. On trouve un accord de brevet en 2001. Ceci étant fait, on fait les essais en vol, c'est-à-dire qu'on va faire les tests sur un hélicoptère standard en mettant ses pales et on voit qu'est-ce que ça donne. Donc l'idée c'est que non seulement premièrement il ne se crache pas, puis en plus que ça marche bien. 2008 essais en vol. 2010 Airbus dépose le brevet de la pale Blue Edge, c'est le nom du petit machin que vous avez derrière. L'hélicoptère finalement qui a été fabriqué n'est pas du tout un hélicoptère civil, c'est un hélicoptère militaire. Il s'appelle H160, vous regarderez ça sur Internet. Et les premières livraisons sont arrivées en 2022. 1990, 2022, intérêt de cet hélicoptère, il est 2 fois moins bruyant qu'un hélicoptère standard. Je ne vous explique pas en quoi c'est utile en matière de défense. Et autre intérêt également, il consomme 20% de moins en carburant. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait. Et alors maintenant que j'ai essayé de vous appâter là-dessus, on va venir sur un truc plus aride. Le truc plus aride, c'est ça, c'est nos statuts. Alors vous le lirez avec grande attention, ça vous aidera à vous endormir ce soir. Mais qu'est-ce qui est dit là-dedans? Il est dit ce que je viens de vous dire. On fait de la recherche, on travaille comme expert, etc. Mais surtout, ce qu'il est dit, c'est que l'ONERA travaille sur le continuum qui est la science, créer le corpus de savoir, faire la recherche à partir de cette science, développer les technologies et accompagner les industriels. Pourquoi? Parce que si on se contente de prendre de la techno pour en faire un produit, ce qui intéresse tous les industriels, l'industriel, ce qu'il veut, c'est un produit à vendre. Parce qu'à un moment, il y a une nécessité de soutenabilité économique, il y a peut-être des dividendes à vendre, à livrer aux actionnaires. Ce qui est important, c'est la nature économique, finalement, ce qui est vendu. Et si on fait ça, on va épuiser rapidement le terreau. Et donc, la fonction de l'ONERA, c'est toujours de nourrir ce terreau en faisant de la science. Pareil, une petite anecdote pour vous fixer les idées, vous en rappellerez, en 2017, avant le Covid, au Bourget, l'ONERA présente
un concept plane, c'était pas Gulliver, il s'appelait Ampère. C'était un avion qui présentait comment on pouvait faire voler un avion avec des petits ventilateurs, je vais le dire comme ça, répartis sur l'aile en propulsion électrique. Tous les industriels sont passés au stand en disant oh, oui, bon, si vous vous amusez avec ça, allez-y. Bon, allez, c'est bon, vous êtes des scientifiques, amusez-vous. Les mêmes, on les a revus après le Covid, ils ont dit vous avez fait un truc qui avait l'air pas mal en propulsion électrique, est-ce qu'on pourrait bosser avec vous? Et vous allez voir l'efficacité que ça a eu en matière de levée de contrat, et là aussi, on le verra ensemble tout à l'heure. Donc, ces missions-là sont des missions qui ont été construites, et tu le disais tout à l'heure, depuis 1946. En fait, l'ONERA est un organisme national de recherche qui vient directement du Conseil national de la résistance. Sortie de la guerre, comment on fait pour ne pas être dans des situations où on est en retard technologique par rapport à des belligérants? Petite évolution dans les années 60, ce qui apparaît en bas ici, liaison à l'étude spatiale, quand justement il a fallu avancer sur la logique de souveraineté nucléaire, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une arme nucléaire, il faut aussi être capable de l'envoyer. Et là, il y a eu effectivement le CNES, tu parlais de différents systèmes, dont Diamant, et l'ONERA est intervenu pour la science de la propulsion, et notamment les stato-réacteurs qui sont des spécificités de nos missiles actuels. On a développé ce savoir-là. C'est un savoir qui ONERA. Accessoirement, les premiers moteurs Vulcain d'Ariane, c'est aussi l'ONERA qui les a mis au point. Donc tout ça pour vous illustrer un petit peu ce qu'on fait. Quelques chiffres. Alors là, vous avez les chiffres 2022 et un petit peu 2023. Pourquoi? Parce que notre rapport d'activité n'est pas encore sorti. Donc c'est l'information que je vais vous donner à l'oral et vous l'aurez uniquement dans 2 mois. Il est encore en cours de relecture. Le budget, qu'est-ce qui est important à savoir? Si je vous le transpose ici, avec le budget 2023, en fait, nous avons réalisé une activité de 294 millions d'euros en 2023. Sur ces 294, il y avait 112 de subventions pour services publics et 11 millions qui étaient de la subvention pour charges d'investissement. Maintien en conditions opérationnelles, on en a parlé tout à l'heure. Maintien en conditions opérationnelles de nos souffleries, c'est toi qui en as parlé. Donc effectivement, si on va avoir des souffleries qui continuent à tourner, il faut qu'on soit capable de les maintenir en conditions opérationnelles. L'ONERA, avec une subvention qui ne couvre même pas la moitié de son activité, ne pourrait pas, sans une subvention dédiée, maintenir ces souffleries en conditions opérationnelles. Et puis à côté de ça, il y a des contrats industriels. L'année dernière, les contrats industriels étaient de 177 millions. Vous avez ici le chiffre qui est le chiffre de 2022, 165 millions. Je vous donne le chiffre de 2021, 151 millions. Vous voyez bien la cinétique et la cinétique post-Covid où à un moment, on a toute une série d'industriels qui viennent frapper à la porte et ils ont dit « Vous avez développé toute une série de savoirs, on aimerait que vous le transformiez en recherche en technologie pour nous. » Donc ça, c'est vraiment une preuve de ce que l'on fait. Il y a quelques chiffres qui sont en dessous. Et alors là, je passe à la suivante. C'est la même, mais avec une coloration Occitanie. Vous voyez ici nos positionnements et ce qui se passe en Occitanie, des implantations physiques et une soufflerie, enfin un ensemble de souffleries. Et puis ici, quelques comparaisons. Nous avons globalement 2000 salariés. Sur les 2000 salariés, il y en a 20% qui sont en Occitanie. Alors en Occitanie, on bosse bien sûr avec l'Occitanie, Toulouse et Montpellier, l'IES, donc électronique et système, on bosse avec eux effectivement, mais on bosse aussi bien sûr avec l'Université de Bordeaux, l'Université de Toulouse, mais on bosse aussi avec l'Université, je vais y arriver, Montpellier. Donc en fait, on traite toute la zone. Et moi, en fait, je suis en responsabilité de l'Occitanie Nouvelle-Aquitaine. 20% des effectifs sont à Toulouse. Là où ça devient intéressant, c'est que nous avons 340 doctorants actuellement. Il y en a un tiers qui sont à Toulouse. 20%, un tiers des doctorants. Continuons. Pour pouvoir encadrer les doctorants, il faut avoir une habilitation à diriger la recherche. Il y en a 118 à l'ONERA, 50% sont à Toulouse. Vous voyez la dynamique en fait qui existe sur le site toulousain et en partenariat. On parlait tout à l'heure de Supaéro, mais avec tout cet écosystème. Et puis, il y a 7500 heures d'enseignement qui sont données par des ingénieurs de l'ONERA qui vont donner des cours en milieu universitaire. Alors, on ne les donne pas que pour la beauté du geste, on les donne parce que ça nous permet d'apparaître dans des masters pour identifier ceux qui nous paraissent les clients brillants, pour leur présenter tous les atouts pour les faire venir à l'ONERA, sachant qu'il faut, excusez-moi du terme, les draguer un petit peu en leur montrant qu'ils vont pouvoir faire la science, parce que ce n'est pas sur le salaire qu'on va les faire venir. S'ils vont dans l'industrie, ils seront 4 à 5 fois plus payés en commençant, mais par contre, on leur dit, nous, vous pourrez venir pour des valeurs, et c'est vrai qu'il y a ces valeurs de souveraineté, de travail pour un intérêt général, un service commun qui existe.
Eh bien là aussi, sur ces 7500 heures qui sont réalisées par l'ONERA au niveau national, il y en a 5500 qui sont réalisées en Occitanie. Ça vous montre un petit peu l'engagement de l'ONERA sur cet écosystème qui est particulier, et je ne reviens pas sur ce qui a été dit précédemment. Allez, j'arrête là-dessus, vous le retrouverez. Bref. La liste des 12 défis de l'ONERA, je ne les passe pas, mais si à un moment vous aviez intérêt, grand plaisir d'échanger avec vous, enfin, me passer un coup de fil, ce sera vraiment avec grand plaisir. 12 défis, je vous présente ici, c'est pareil, chiffres de l'année dernière, hein, toujours pareil, vous verrez les nouveaux dans le prochain rapport d'activité. Et là-dessus, en fait, quand vous regardez ces chiffres-là, vous voyez que la moitié de notre activité est une activité défense. Ça va vous expliquer aussi pourquoi en matière de publication, vous verrez proportionnellement beaucoup moins l'ONERA qu'un autre laboratoire. Tout ce qui est défense, on ne publie pas. C'est une évidence. Et même, il y a des choses parfois qui ne sont pas défense sur lesquelles on ne publie pas. Parce que le fait de publier, vous défendez peut-être, mais vous donnez des idées. Donc à un moment, il vaut peut-être mieux garder un petit peu l'idée, avancer beaucoup, et puis publier et défendre. On va reparler des brevets un petit peu plus loin. Et puis peut-être deux éléments qui sont assez particuliers au niveau de l'ONERA, qui sont, je dirais, dans notre ADN, comme dirait mon PDG. Il y a un triptyque vertueux qui est l'expérimentation, la modélisation, la simulation. Et on fait ce cercle-là. C'est-à-dire que systématiquement, on va expérimenter, on va voir ce que ça donne, on va essayer de modéliser le modèle et on va faire une simulation et ainsi de suite. Et vous trouverez dans l'industrie toute une série de modèles de simulation qui sont, par exemple, ça peut vous parler, CEDRE ou autres, et qui permettent d'avoir des logiques sur c'est quoi l'écoulement, qu'est-ce qui va se passer. Alors, comme disait Jean Tirole, quand on lui a dit votre modèle de crise, votre modèle économique, il n'a pas prévu la crise qui est arrivée, il a dit non. À l'époque, il ne le prévoyait pas, maintenant, il le prévoit. L'intérêt de faire ce cycle, c'est justement d'être capable de revérifier à intervalles réguliers, je vais faire comme toi, je vais boire, de revérifier à intervalles réguliers ce qui se passe, et notamment de vérifier que le modèle économique qu'on a le modèle de simulation qu'on a développé, il est toujours en capacité de fonctionner, et non pas qu'il se retrouve ne plus être adapté. Excusez-moi. Si je prends l'exemple de mon avion avec les ailes de très grand allongement, tous nos modèles d'écoulement ne savent pas traiter en tant que tel pour un transport de grande quantité, on va dire moyen courrier, une aile de très grand allongement qui serait une aile de planeur. Dans un planeur, vous y mettez une personne, vous n'y mettez pas 300 personnes. Et résultat, ça veut dire que nos modèles de simulation, on va faire passer la maquette en soufflerie et on va vérifier ce que ça donne. C'est la place qui veut ça? C'est la place. Or donc, et l'autre élément aussi, c'est que l'on travaille systématiquement en interdisciplinaire. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site, vous verrez qu'il y a des départements. Ils sont très typés technologiquement, mais ces départements travaillent aussi en croisée. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois des laboratoires sans mur, des zones de rencontre, etc. 13 minutes, passons. Si vous avez des questions, on y reviendra. Si je vous présente ici quelques exemples de qu'est-ce que l'on fait en matière de stratégie aéronautique. En matière de stratégie aéronautique, alors je vous ai mis un petit exemple ici. Bon, vous verrez ici, vous vous rappelez l'avion qui s'est planté avec les sondes de pitot qui avaient gelé? Voilà. Bon, à l'époque, il n'existait pas de soufflerie givrante capable de recréer en situation ce qui se passait pour un avion avec des gouttes d'eau en surfusion de diamètre micrométrique qui arrivaient, qui rentraient. Ça n'existait pas. On savait envoyer de l'eau à des températures négatives, mais les gouttes d'eau ne représentaient pas, etc. Cette soufflerie a été construite à l'ONERA il y a de cela 6 ans, donc après l'accident, malheureusement. Voilà. Et pour qu'elle fonctionne, en fait, c'est une soufflerie inversée. Toutes les souffleries, vous les voyez avec des veines horizontales. Cette soufflerie est une soufflerie à veine verticale, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de pousser de façon trop forte les gouttelettes d'eau qui, résultat, ou s'agrégeraient ou s'éparpilleraient, mais qu'on les fasse tomber, entre guillemets, par gravité pour ne pas qu'elles s'assemblent. Donc il a fallu concevoir un système de soufflerie particulier. C'est ce que vous avez ici. Et je l'ai déjà dit, si à un moment vous êtes intéressé pour venir voir les équipements de l'ONERA, ce sera avec grand plaisir qu'on organisera la visite. De la tribologie des éléments. Et ici, un autre exemple d'application. Vous le trouverez là aussi sur Internet. Vous tapez ONERA, atterrissage automatique, Airbus piloté. En fait, on a mis des caméras sur un Airbus. On a asservi les systèmes de pilotage.
Et vous verrez dans le cockpit le pilote qui stresse un petit peu, qui va à tout prix toucher, et non, l'avion, il atterrit tout seul grâce à des caméras. Alors, ça, c'est intéressant, par exemple, si vous voulez faire atterrir un avion à un endroit où il n'y a pas l'ILS. Vous voulez faire atterrir un avion sur une piste d'un pays pas trop équipé, etc. Mais si vous avez les caméras et même si votre pilote il est dans les choux, il n'a pas supporté son plateau repas, ben à ce compte-là, c'est la caméra et le système de pilotage qui va analyser et faire ce que fait normalement le pilote. Voilà, c'est assez marrant la vidéo de voir comment le pilote stresse. En matière d'autres axes stratégiques, alors c'est pas une surprise, vous allez voir bien sûr tout ce qui est en matière d'aéronautique et défense. Alors, juste pour faire écho, on parlait tout à l'heure de défense, de drones, etc. L'ONERA est actuellement l'organisme de référence en matière de lutte anti-drone. Quand il y a un problème d'un drone qui survole une centrale nucléaire, etc., le téléphone qui est décroché, c'est venir à l'ONERA. Et on a développé toute une série d'équipements, et notamment en collaboration aussi avec le CEA, des systèmes d'armes conventionnelles ou non du futur, etc. Je passe à l'axe défense, parce qu'il était évoqué tout à l'heure cette logique de construction d'une dissuasion nucléaire. L'ONERA n'est pas intervenu dans les logiques de construction de l'arme nucléaire. Par contre, il faut avoir le vecteur. Et sur le vecteur, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, effectivement, l'ONERA est intervenu. Et l'ONERA intervient encore puisque tous les Rafales, je parle bien des avions, ainsi que tous les missiles sont testés dans nos souffleries. Et que c'est là bien un élément de souveraineté. À la pause repas, j'en plaisantais avec quelqu'un, si on devait envoyer nos missiles être testés n'importe où, y compris chez des amis, fussent-ils américains, ben les données elles seraient clonées. Il y aurait des données qu'on récupérerait et les mêmes qui resteraient aux États-Unis. Tout comme quand vous utilisez des systèmes et que vous faites un hébergement qui est un hébergement à l'étranger, s'il est américain, c'est automatiquement cloné à la NSA. Donc il ne faut pas croire que vos systèmes, voilà. Donc, à un moment, il y a aussi cette logique de raisonnement d'anticipation pour éviter que l'on soit dans une situation où on ne soit pas maître quelque part de notre destin. Alors, j'ai passé un petit peu plus de temps sur celle-là, même si pas énormément de temps, parce qu'elle est un petit peu marrante. Tout à l'heure, on parlait des... qu'est-ce qu'on peut faire sur les satellites? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur les satellites? Qu'est-ce que vous allez trouver et qui est public sur les satellites, vous allez trouver que lorsqu'il a fallu... Alors, il y a bien sûr les Chinois, les Russes qui se sont amusés, d'ailleurs les Américains aussi, à détruire un de leurs satellites en disant « Regardez ce que je suis capable de faire sur le mien, vous verrez ce que je peux faire sur les vôtres. » Et donc, ça fait des parcelles partout voilà, dans le ciel. Mais vous trouverez que lorsqu'on a eu en Europe un satellite qui était en fin de vie, on a fait une stratégie qui est une stratégie d'éblouissement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, plutôt que d'envoyer quelque chose qui va faire un puzzle, qui va éclater et qui va faire finalement une pollution de l'espace et tout le monde peut en pâtir, on va l'éblouir. Vous trouverez sur Internet quel était cet éblouissement. Amusez-vous juste à regarder quelle était la date du test d'éblouissement et regardez qu'est-ce que ça peut être maintenant. Ça, vous ne le trouverez pas sur Internet. Voilà, mais pour vous dire quand même, le travail, il existe de longue date et ça, c'est public. Deux éléments après que je partage avec vous. Un système qui s'appelle un système grave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un système qui permet de surveiller les satellites qui passent au-dessus de notre tête. Parce que on peut voir ce qu'on veut avec un satellite. C'était dans les années 1990, échange ONERA-DGA, toujours pareil, notre tutelle. Je vous rappelle qu'on est rattaché qu'au ministère des Armées, et uniquement aux Minarmes. Mais ça, c'est la réalité de la création et c'est aussi la réalité de notre travail de tous les jours. Et puis, il y avait à l'époque les États-Unis qui diffusaient une carte des satellites qui tournent autour de la Terre. Ils faisaient ça par le NORAD, etc. Et ils diffusaient ce qu'ils voulaient, mais en tout cas par les leurs. En 90, l'ONERA dit, parce qu'il y avait eu un appel à projet infructueux qui disait qu'il fallait plusieurs centaines de millions d'euros pour faire ça, on peut peut-être essayer quelque chose. Et en fait, l'ONERA a construit un système qui est un système radar, mais pas que radar et mécanique céleste. Radar pour identifier quels sont les satellites. On y met en plus des télescopes qui permettent de les voir en gros et de faire la reconnaissance, un petit peu comme quand vous faites la reconnaissance des baleines dans le golfe du Saint-Laurent à partir des nageurs caudales. Nous, on reconnaît les satellites et on a une banque de données, etc. Et puis en plus, pour savoir où il est passé, où il passera, etc., c'est la mécanique céleste, comment il tourne, où est-ce qu'il vient. Et pourquoi c'est intéressant de faire cela? Parce que les satellites qui sont lancés maintenant, on sait à quel moment ils sont lancés. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas savoir, c'est ce que vont faire les satellites de pondeur. Parce qu'on envoie un satellite, on cache à l'intérieur du satellite un autre petit satellite qui sortira plus tard, à un moment où on pense qu'il n'est pas surveillé.
Et donc, c'est important d'avoir la vision de tous les satellites, des trajectoires, et de voir la trajectoire qui est apparue à quel moment, et à quel moment elle est apparue, et d'où elle est partie, et de trouver comme ça qui a pu le lâcher, et quelle est la fonction satellite. On est sur la logique des satellites renifleurs tout à l'heure. 20 millions d'euros, pas cher finalement pour un truc. Finalement, 3 États étaient en capacité de faire cette cartographie des satellites. La France, les États-Unis, la Russie. À ce moment-là, le département d'État est venu voir la France en disant, dites, qu'est-ce que vous allez faire avec vos résultats maintenant que ça fonctionne? Et on a répondu, ben, on va faire comme vous. On va faire une carte où on diffusait toute la carte et des trajectoires des satellites, sauf les Français. Depuis cette date, le NORAD transmet toute la carte de tous les satellites, sauf les Américains et sauf les Français. Voilà, comme quoi on a trouvé un terrain d'accord et on a construit une logique de partage et de partage d'informations, ce qui nous permet aussi d'être plus robustes. Donc ça, après, je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment, d'une science et de rencontres de technologies, on parle quand même de radar et de mécanique céleste, on arrive à un truc qui permet de définir comment on est capable de se prémunir. Et là, on est immédiatement dans ce qu'on a vécu avec la guerre d'Ukraine, quel satellite a fait quoi, etc. Sur cette logique-là, on a créé d'ailleurs une petite filiale qui s'appelle Astarion, vous vous amuserez, Astarion. Et oui, et on est aussi engagé dans Orion, qui était cité tout à l'heure, le modèle interarmé. Orion, il y a Astérix, et les modèles de simulation Astérix pour ce que font les grands méchants qui nous désinguent un satellite, ce modèle-là, il est construit par l'ONERA à partir de la base réelle qui existe des satellites. Bon voilà, donc après, si vous cherchez Astérix, ONERA, enfin, vous allez trouver tout ça sur Internet. Autre exemple à côté, ici, c'est un autre type de radar, un radar transhorizon. Le radar, il est limité par ligne d'horizon. Bon, en fait, l'ONERA a développé un système avec des basses fréquences. Alors je vous dis ça parce que je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont professeurs en terminale. Et en terminale, il me semble qu'il y a l'effet Doppler notamment. Et ce radar-là a été développé sur l'effet Doppler. Ça peut être un exemple marrant, un petit peu comme pour les trous noirs pour vos étudiants. Toujours est-il que ce radar transhorizon, on envoie des basses fréquences 3 à 30 MHz dans les couches ionosphères, ça rebondit, ça redescend de l'autre côté, et résultat, ce radar permet, en étant positionné en France, de surveiller jusqu'à 800 et 3000 km autour de la France. C'est quand même quelque chose qui est assez appréciable, et ça permet d'avoir des détections précoces. Et là, on est bien sur la logique de cuirasse et d'anticipation, prévoir un petit peu ce qui peut se faire pour l'avenir. Un petit truc ici. Ça, c'est quoi? C'est une propulsion électrique pour les satellites. Évitez qu'un satellite qui est envoyé dans l'espace, vous l'envoyez avec ce qu'on appelle du propergol, une cire propulsive qui permet de le remettre à... Bon, le problème, c'est que c'est du poids et que une fois qu'il a consommé, il n'y en a plus. Là, c'est un système en fait de propulseur à plasma ionisé. Vous prenez l'énergie qui vient des panneaux solaires, qui est par définition illimitée, enfin en tout cas qui a la durée de vie des panneaux solaires. Vous ionisez votre gaz, vous le propulsez, ça fait quelques picogrammes de poussée, mais ça suffit. Résultat, vous avez un satellite que vous maintenez en opération plus longtemps. Et en plus, vous n'avez pas eu besoin d'envoyer la cire dans l'espace, qui est le propergol pour les intimes, qui vous aura coûté plus cher au lancement. Donc vous avez économisé du poids, ça dure plus longtemps. Voilà. Ici, vous avez de l'assemblage en orbite, parce que vous envoyez des petits bouts, vous le faites assembler. Et ça, c'est un petit truc. Dans les années 2000, l'ONERA avait proposé au CNES de faire un lanceur réutilisable. En disant, si on réutilise un lanceur spatial, on fera des économies. Et le CNES a dit, non, non, faites pas ça, ça marchera jamais. Alors, il y en a un qui s'appelle Elon, il a pas écouté le CNES, il l'a fait. Et donc là, c'est un truc qu'on a présenté en fait dans le cadre de... Là aussi, je crois qu'on l'a fait au Bourget en 2017. On a présenté un autre type de lanceur réutilisable, plus petit, pour des petits satellites, en disant, puisque de toute façon, sur Ariane, il y a un choix qui a été fait, mais peut-être que sur les petits satellites, il y aurait un intérêt, les petits CubeSat dont tu parlais tout à l'heure, à avoir un lanceur réutilisable, parce que le CubeSat, par définition, il faut essayer de faire en sorte que ça coûte pas cher. Voilà. Sur celui-ci, qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple? Alors, il y a toute une série de simulations, etc. Il y aurait de quoi y passer beaucoup de temps. Il me reste que 6 minutes, donc certainement pas. Peut-être vous montrer que ici, c'est vraiment de l'interdisciplinarité. Vous entendez parler régulièrement de révolution quantique, en disant le quantique va changer notre vie dans le futur, etc. Alors, on parle maintenant de seconde révolution quantique. La première révolution quantique, vous l'avez déjà dans vos postes de téléviseur dès qu'il y a des LED Q qui sont des LED quantiques, machin, etc. Puisque c'est la connaissance de la matière qui vous permet d'avoir un écran beaucoup plus lumineux qui consomme plein d'énergie. Bref, tout ça pour vous dire que la première révolution quantique et la seconde, on vous dit, ça va bientôt arriver. Alors,
Oui et non. Disons que ça va bientôt arriver plus, mais l'ONERA a déjà développé un capteur quantique qui est un système qui permet de calculer la gravité, puisque la gravité terrestre, en fait, n'est pas uniforme. C'est pas 9,81 partout. Elle est modulable selon l'épaisseur de la couche terrestre, la quantité. Et on est capable d'identifier la précision à 10-9. Pour vous le dire autrement, on envoie un capteur quantique dans un satellite, on est capable de détecter le poids d'une mouche sur un porte-avions. Voilà. Enfin oui, parce que 10-9, c'est la qualification que vous trouverez sur Internet et qui est la qualification qui date du premier qui... Non, pas de Giraffe, qui date de Girafe 2. Et Girafe 2, c'est un système qu'on a développé en 2015. Et comme nous sommes là en 2024 et que nous sommes en train de produire les nouveaux systèmes, 10-9, en fait, c'est la définition de Girafe en 2015. On a un petit peu progressé, donc maintenant, effectivement, on est à la mouche sur le porte-avions. Toujours est-il qu'en 2020, la DGA a passé commande pour la fabrication de ces systèmes de gravimètre quantique. C'est l'interférométrie par onde de matière et c'est un truc assez marrant. On envoie des lasers sur un atome, résultat, comme il se trouve frappé de partout, au lieu de s'échauffer, il devient immobile et comme il devient immobile, il devient super froid. Comme il est super froid, on arrive à comprendre un petit peu ce qu'il fait. Il est sensible à des trucs auxquels les autres atomes ne sont pas sensibles. Tout ça pour vous dire qu'on a développé un système quantique capable de faire une cartographie de l'ensemble de la planète et notamment de ce qui se passe au fond des océans. On revient ici sur la souveraineté. On parlait tout à l'heure de SNLE. 1 million de pièces, j'ai mémorisé. Mais le SNLE, le moment où il est vulnérable, c'est quand il refait surface ou éventuellement quand il va aller sur un point de repérage spécifique avant de faire un lancement, etc. Si dans un SNLE, il y a un système inertiel ou un système de gravimètre qui lui permet de lui dire où il est, ben simplement, 3 points de référence qui donnent 3 points qui sont identifiés de l'état. On positionne ça comme on fait pour une empreinte digitale, on identifie où on est, il n'y a plus besoin de faire surface. Donc vous voyez là aussi comment des applications de technologie quantique ont des applications en matière de cartographie et ça va être implanté sur les 4 bâtiments du CHOM dès l'année prochaine. Et ça a été testé, ça tient même, on arrive à avoir une précision jusqu'à 6 mètres de creux. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est capable de définir la gravité alors même que l'eau bouge, parce que c'est quand même le principe de l'océan que d'avoir des trucs qui bougent. 3 minutes. Les souffleries. Alors, il y avait déjà eu le teasing, etc. Donc voilà. La petite qui est là, c'est celle que vous pourrez visiter si vous venez au centre du Fogamosac, donc au sud de Toulouse. C'est une soufflerie basse vitesse pressurisée. Elle va jusqu'à 0,3 Mach, mais elle déplace quand même 2 tonnes d'air à chaque fois. Voilà. Ici sont les souffleries qui sont les souffleries dont on parlait tout à l'heure, qui ont été butin de guerre, Seconde Guerre mondiale, etc. Elles sont à Modane, d'où le MA, pour Modane-Arvieux, voilà. La S1 est une soufflerie qui travaille à Mach 1, jusqu'à là c'est facile. La S2, par contre, ben, elle travaille pas à Mach 2, elle travaille à Mach 3. Et c'est sur la S2, là on vous a présenté un bout d'Ariane, c'est sur la S2 que sont testés les Rafales, les missiles. Voilà. Voilà. Et on a après, vous le verrez aussi, vous pouvez le trouver sur le site internet, S3 et S4 qui vont travailler à Mach 6 et Mach 10. Donc on est totalement dans l'hypersonique, etc. Mais là, elles travaillent par rafale, c'est-à-dire qu'on comprime de l'air et on le lâche d'un seul coup. Tout comme d'ailleurs la soufflerie F4 que l'on a au Fogamosac. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on parlait de souveraineté. Au début des années 2000, les Américains disent, nous, on a tout compris de la simulation. Pas besoin de faire d'essais en soufflerie, on bascule entièrement en simulation numérique. Ils font ça, quelques avions crachés plus tard, ils réactivent leur soufflerie, ils décident qu'ils investissent 600 millions de dollars pour les maintenir à niveau et les faire évoluer. Résultat, anecdote française, les souffleries qui datent quand même d'un temps certain, qui sont en Modane-Arvieux, mais comme nos maisons ici, elles s'enfonçaient. Sauf que quand vous avez une soufflerie qui a un boyau de 24 mètres de diamètre, une pale le diamètre du ventilateur, je crois que c'est 15 mètres, et qu'elle commence à s'enfoncer de 10-20 cm, il faut intervenir avant que la pale commence à frotter, parce que ça marche moins bien quand ça frotte. Donc il a fallu intervenir. Le coût de réhabilitation en fait, de ces souffleries, si on devait les construire maintenant, elles coûteraient 1,5 milliard d'euros. Voilà.
Le coût de réhabilitation pour les maintenir en condition opérationnelle, et j'adore ce terme, on a le même, c'est pour ça, ça coûte 200 millions d'euros. Ça a été chiffré en 2014, je crois, à 213 millions d'euros. Depuis, il y a eu l'inflation. 200 millions d'euros, rappelez-vous de ça. Et le fait de sauver les souffleries pour éviter qu'elles s'enfoncent et les remettre à niveau, ça a coûté 30 millions d'euros. Ça fait partie d'un financement qui a été mis. Là aussi, Commission de défense, Assemblée nationale et Sénat, est-ce on est en capacité ou pas de tester chez nous les équipements que l'on développe? Oui, il les faut. Non, il n'y a aucun problème, on va les tester aux États-Unis. Voilà, la conclusion était oui, il les faut. Ça vous donne aussi cette image de comment ce que l'on fait à l'ONERA sert la BITD. Parce que nous, on ne fabrique rien. Hein. On ne fabrique pas d'avions, on ne fabrique pas de missiles, on ne fabrique que du savoir. J'ai presque fini. Je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de brevets, mais pas beaucoup. Juste pour vous dire ici que oui, on a une activité économique, oui, on dépose des brevets. Vous voyez que c'est quand même assez petit. Il y a 15 salariés qui sont au service de l'innovation, puis des correspondants. Il est bien évident que ce n'est pas avec les brevets et les licences des brevets que l'ONERA peut vivre et équilibrera jamais son modèle économique. Donc ce qui a été créé en 1946 de dire que l'ONERA est un EPIC et que dans cet EPIC on ne couvrait pas, même pas la moitié de ses besoins en subvention, la seule chose qui a permis à l'ONERA de vivre et d'arriver au niveau où elle est là, ce sont les partenariats avec la BITD et les acteurs économiques. Ça couvre 55% de notre budget national. À 80 ans, on peut considérer qu'on doit apporter quelque chose, sinon ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté de nous verser des contrats et des aides. Et ici, quelques images, mais je ne vais vraiment pas m'y arrêter, pour vous donner une illustration de ce que sont les partenariats que l'on peut avoir. Le CNRS, bien évidemment, Polytechnique à l'évidence. On est positionné en Île-de-France, on est positionné ici, pareil, du côté de Lille, avec un laboratoire commun. Ici, on a une unité mixte de recherche. Donc, pour vous dire qu'on est bien intégré dans les écosystèmes, ce que je vous disais tout à l'heure. Sur Toulouse, bien sûr, ISAE, ONERA, ENAC, le Centre spatial universitaire de Toulouse, dans lequel on est partenaire. Ascendant de Provence aussi, avec l'école de l'air et de l'espace. Donc l'ONERA est un des acteurs du monde académique, parce que là aussi, on n'a pas la prétention de tout savoir. Et vous voyez par exemple, quand on parle d'IA, l'IA, ça va être l'INRIA. Ça ne va pas être nous pour autant. Pour autant, on a besoin d'une IA certifiable pour les avions. Et nous, on va travailler sur qu'est-ce que ça veut dire une IA certifiable. Dernier exemple, vous avez une voiture, le taux de robustesse de votre voiture, c'est 10-6. C'est-à-dire que par moment, vous avez panne du système de direction. Vous avisez la première place, vous vous garez, vous éteignez votre moteur, vous remettez votre moteur, pouf, la panne du système de distribution est rebootée, tout va bien et vous recommencez à rouler. De toute façon, plus il y a d'électronique, plus ça se plante. Rappelez-vous l'F-16 en Allemagne. Le petit problème, c'est qu'en avion, si vous avez une panne aléatoire du système de pilotage, vous n'allez pas trouver l'aire d'arrêt pour vous arrêter. Donc la probabilité, en fait, d'une anomalie sur un avion, c'est 10-9. Et ça vous explique pourquoi les enjeux de la certificabilité, de la robustesse de l'IA, l'ONERA va y travailler, alors qu'on ne va pas travailler en tant que tel sur l'IA. Ça va être l'INRIA qui va être dessus. Mais pourquoi on travaille aussi dans le cadre de projets communs avec l'INRIA. Voilà, ici, toute une série de partenaires. DLR, c'est nos petits copains d'Allemagne. Un petit labo que vous connaissez peut-être, la NASA, son petit copain JAXA, c'est au Japon. Enfin voilà, tout ça sont des partenaires avec lesquels on a des contrats, on a des accords de coopération. Ici, tout un ensemble de réseaux dans lesquels on est associé, qui sont des réseaux européens d'organismes de recherche. Après, vous avez peut-être entendu parler en matière européenne de Clean Sky, Clean Aviation, etc., qui sont des programmes européens de recherche. On le fait avec ces partenaires-là et dans le cadre de ces réseaux ici. Au niveau français, vous avez nécessairement entendu parler du GIFAS et du CoSpace, qui sont des instances où se construisent aussi des stratégies industrielles. Bien sûr, on est partenaire aussi pour l'État français dans l'OTAN et référence, et puis on a des mobilités internationales. Des pépites, c'est juste pour vous dire que vous trouverez sur Internet un petit livret que vous pouvez télécharger qui est livret des pépites. Il est vieux, il est très vieux ce livret des pépites. C'est vachement intéressant parce que commencez par lire d'abord les exemples et après regardez la date d'impression. Vous serez surpris. On ne l'a pas réédité, hein, c'est le livret original, mais commencez par regarder un petit peu ce qu'on vous présente dans ce livret et puis après allez voir les dates d'impression et je pense que vous serez surpris. Si ça vous intéresse, on sort à peu près une fois par trimestre une newsletter ONERA où vous allez trouver des petits exemples comme ça que vous pouvez utiliser
y compris par rapport à vos étudiants, au milieu scolaire, etc. Ça peut donner une illustration. Vous avez des trucs sur c'est quoi la météo spatiale, comment ça fonctionne, etc. Voilà, on est aussi ici pour encourager les vocations. Et pour finir, la citation de mon PDG. En fait, il n'y a pas un seul système en France et en Europe qui décolle sans avoir au moins une technologie ONERA à son bord. Alors, y a-t-il des questions à propos de cette vieille dame qu'est l'ONERA? Je ne sais pas si on peut appeler ça une dame. C'est l'Office national des études et de la recherche en aérospatiale. Ouais. Non, 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 je pense pas. Y a-t-il des étudiants étrangers qui viennent travailler chez vous? Oui, on a des étudiants étrangers, mais on ne rentre pas à l'ONERA sans avoir eu un oui formalisé de la DGA. Contrairement à ce qui se peut se passer dans un monde universitaire, ou un monde universitaire, absence de réponse vaut accord. Nous, s'il n'y a pas de réponse, on renvoie. S'il n'y a toujours pas de réponse, on re-renvoie. S'il n'y a toujours pas de réponse, ils ne rentrent pas. Une petite anecdote, une fois j'avais une manifestation où j'ai voulu faire venir une étudiante doctorante qui était la représentante des doctorants à l'Université fédérale de Toulouse. Je me suis dit, ce serait peut-être pas mal qu'elle vienne voir ce truc qu'on est en train de faire puisque ça servait tout l'écosystème. Je récupère les biodata, j'envoie ça. Je crois que c'était un mardi soir. Mercredi matin, j'arrive, 8 h, j'avais les deux OS qui étaient à ma porte de bureau qui m'attendaient. On veut te causer. Mais bien sûr, rentrez donc. Ben voilà, ta demande que tu as fait hier soir, elle est revenue. L'étudiante est connue défavorablement de nos services, chinoise, en étroite relation avec l'ambassade dans laquelle elle va régulièrement. Si tu veux à tout prix qu'elle vienne, on peut le faire, mais il y aura en fait un OS qui la suit tout le temps, qui prend en note toutes les personnes avec lesquelles elle rentre en contact, etc. J'ai dit on arrête tout, on arrête tout. Mais voilà, donc oui, on en a. Par contre, ils sont extrêmement, extrêmement contrôlés. Ils n'ont accès bien évidemment qu'au domaine où ils ont besoin d'en connaître, même terme que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller se balader n'importe où, etc. On n'en a aucun qui reste tout seul, ça c'est clair, on n'en oublie jamais un seul qui reste. Il y a une anecdote comme ça d'une étudiante qui s'est retrouvée enfermée dans un bureau pendant un week-end, elle a téléchargé tous ses ordinateurs. Vous le trouvez sur Internet, ça aussi, ça s'est passé il y a quoi il y a 2 mois ou un truc comme ça. Et le seul truc qu'ils ont pu faire, c'est l'envoyer chez elle. Ben, voilà. Donc nous, pas question, on compte qui rentre, qui sort, au moment où il sort, et puis s'ils ne sont pas sortis à temps, on va les chercher. Donc on est un petit peu psychorigide là-dessus, c'est le côté vieille dame avec l'arthrose, mais vu les domaines sur lesquels on travaille, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et il y a des endroits où malheureusement, euh, vous avez tous vu ça dans la presse, il y a des voies d'entrée de personnes radicalisées, des voies géographiques d'entrée de personnes radicalisées qui ont changé assez récemment et qu'on a identifié avec des voies d'entrée sud. Ben, dorénavant, toute personne ayant une nationalité ou une proximité avec ces pays d'entrée, hein, sans qu'elle soit mise en cause, pour nous est d'office éliminée. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, c'est assez injuste, mais on travaille avec autant que possible du zéro risque. C'est jamais zéro, mais en tout cas, on ne prend aucun risque et on identifie à un moment qu'il y a un point d'entrée de localisation dans un pays, toutes les personnes venant de ce pays sont chez nous blacklistées. Et après, on a été approché. Il y a un collègue qui a été approché par un chercheur ukrainien en lui disant ah, ce serait bien qu'on travaille ensemble. Alors, ukrainien, bon, très bien. Et puis, il a eu le réflexe, on est un petit peu tous le même. Il a envoyé, pareil, les biodata, etc. Et c'est revenu, oui, il était ukrainien sur le papier. En fait, il était d'origine russe. Voilà, et il cherchait à se rapprocher. Alors, immédiatement, on a dit, écoutez, vous êtes personne non grata, circulez à voir. Mais donc, nous y compris, on est régulièrement avec des essais. Mais bon, ça, du moment qu'on le sait, c'est parfait. Donc, sinon, au niveau du recrutement, est-ce que vous recrutez donc les ingénieurs sortant des grandes écoles, des thésards aussi? Tout, tout. On recrute toutes sources, il n'y a pas une seule voie. On recrute aussi bien école d'ingénieurs, on recrute des académiques, du fait qu'on est vraiment sur une logique multidisciplinaire et il y a cette fertilisation croisée. Donc, on va prendre des ingénieurs qui ont fait un doctorat ou pas fait de doctorat. Vous voyez bien que quand même, il y en a beaucoup qui ont fait le doctorat, sinon ils ne pourraient pas aller sur l'HDR. Voilà. On prend toutes sources géographiques, nationales, etc. Euh,
Je crois que cette année, on a eu 10 000 candidatures. Nous sommes 2000, hein, voilà. 10 000 candidatures. Donc, il n'y a pas eu 2000 postes qui sont ouverts. Donc, c'est vous dire quand même que c'est un élément d'attractivité parce qu'effectivement, c'est un cadre sur lequel on peut faire de la science et une recherche de pointe avec des équipements. Certains n'existent pas ailleurs et certains existent même tellement pas qu'on les invente. Euh, on attend de pouvoir l'inaugurer, mais ça va se faire prochainement. A été construit et livré après 4 ans de construction un système qui permet de recréer en conditions réalistes, échelle 1 pour 1, un incendie dans le fan, autrement dit ce qui fait le tour d'un moteur d'avion. Et qu'est-ce qui se passe dans un incendie moteur? Alors ça fonctionne y compris avec du kérosène ou de l'hydrogène, parce qu'on est déjà dans la phase suivante, et on est capable de le filmer, de voir comment ça se passe, comment ça reproduit, que ce soit une rupture de canalisation ou un système de surchauffe. Ce système-là, c'est le seul qui existe au monde. Et comme quand on a dû le concevoir, eh bien sûr, ça n'existait pas, en fait, on a fait une conception-réalisation, on a construit, voilà, je pense que vous trouvez Pico Fire, ça s'appelle sur Internet, et c'est 2 coques qui se rapprochent, il fallait maintenir une température, être capable de simuler la température d'un incendie qui se trouve aussi bien quand vous êtes en plein vol avec une température négative que si vous êtes sur le tarmac à Abu Dhabi avec des températures de 60 degrés à l'ombre, quoi. Donc on recrée tout ça pour créer toutes les conditions et pouvoir comprendre qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est lié aussi à une directive REACH, donc vous avez peut-être entendu parler, protection de l'environnement. Il faut changer les systèmes d'extinction des moteurs et notamment arrêter les systèmes qui étaient les systèmes à poudre, wallon, etc. Et par conséquent, il va falloir développer de nouveaux systèmes. Donc on a conçu cela qui va permettre aussi de tester les futurs systèmes qui vont être mis en place. Et ça a été financé 14 millions d'euros au total, dont 10 millions apportés par la Commission européenne quand même. Voilà. Donc c'est vous dire que oui, on est vraiment là-dedans et tout azimut et aussi bien des parcours parisiens, strasbourgeois, Rennes, Toulouse, Bordeaux. Enfin, ce n'est pas un recrutement endogamique, certainement pas et encore moins géographique. Bon, ben, on remercie beaucoup Thierry pour cette présentation dynamique.